Alors, la préparation, c'est très très important. Et nous sommes en plus dans une société, nous, où on prépare, souvent on ne se prépare pas assez. Quand on dit se préparer, c'est à tous les niveaux. C'est physiquement, mentalement, spirituellement, c'est techniquement. C'est, je veux dire, avant la chose, se poser, respirer, réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi je vais le faire, c'est quoi mon but, introspective. Ça ne prend pas énormément de temps, parce que Baruch Hashem, le cerveau, il marche à 2000 à l'heure. Il faut 10 secondes avant d'ouvrir la porte pour rencontrer sa femme le soir quand on rentre, ou son mari, ou pour rentrer dans le bureau du patron pour demander des augmentations. Là, en général, on se prépare bien. Je ne sais pas pourquoi, Dafka là. Et il ne faut pas énormément de temps. Mais nous, on a tendance à aller très très vite. On est dans une société où on va vite, et tac, tac, tac. Pareil, la communication, avec les WhatsApp, tac, on envoie un petit truc, un message, l'autre, je suis énervé, je lui renvoie un truc énervé, il me renvoie énervé, la tension elle monte, tac, schlag, j'envoie le téléphone dans la file. Tac, tac, oui. Avant, on envoyait des lettres. Alors la lettre, elle mettait 15 jours pour arriver, 15 jours pour repartir, tu avais le temps de te calmer. Oui. Et des fois, le temps de l'écrire, d'aller à la poste et tout, allez, c'est bon, je lui dis rien, ça va se calmer. D'ailleurs, vous avez un très bon livre de M. Carnegie, qui est un livre qui a été vendu, je crois, à 80 millions d'exemplaires, traduit en 80 langues, ouais. Qui est un livre qui a 80 ans, 80, mais qui est encore très actuel, qui est un grand psychologue américain, qui a écrit ça s'appelle Comment se faire des amis au niveau des relations, et il parle énormément de ce sujet, et il montre comment des catastrophes mondiales ont été évitées parce que des personnes ont pris le temps d'avoir un peu de recul. Au lieu d'agir dans la spontanéité, dans l'effervescence, dans la rapidité, ils se sont posés. Au lieu d'écrire une lettre, ils l'ont écrit, ils ne l'ont pas posté. Au lieu de dire un mot à quelqu'un, une critique, ils ont dit « Ok, c'est pas pressé, je peux lui dire demain. » Et le lendemain, on voit les choses différemment. Okay. Donc ça, c'est la préparation. Pourquoi on parle de ce sujet-là? Parce que justement, on est dans la paracha, on va dire la paracha Be'alotra. Or, la paracha Be'alotra, vous savez, c'est Aaron HaKohen, le Kohen Gadol, qui va allumer la menorah. Et là, Kadosh Baruch Hu lui dit que la part du Kohen Gadol, la part de Aaron, elle va être plus grande que tous les Nessim. Les Nessim, c'était les princes de chaque tribu, qui ont pu offrir des offrandes dont ils ont été inspirés par inspiration divine, Roi HaKodesh, le jour de l'inauguration du Mishkan. Le Mishkan, c'est la maison d'Hachem, c'est le tabernacle, c'est le temple portatif dans le désert. Pendant presque un demi-millénaire, il y avait le temple portatif. Et ensuite, il y a eu le temple en dur, oui, le premier et le deuxième. Donc c'est vraiment un moment extraordinaire. Et chacun les 12 princes des 12 tribus, chacun a eu, par inspiration divine, il a su ce qu'il devait offrir. Et donc c'est pour ça que c'est une très longue, la paracha. Non, c'est dans Nassau, pardon, c'est la paracha la semaine dernière. Mais Aaron HaKohen, walou. Et Aaron HaKohen était déçu. Parce que lui aussi, c'est le prince des Kohanim. Oui, HaKohen, Thomas Cohen. Et là, Hachem lui a dit, ta part sera plus grande que la leur. Pourquoi? Parce que toi, tu vas allumer la menorah. Bon, la menorah allume des petites bougies comme ça. Eux, ils ont offert énormément d'offrandes, beaucoup d'offrandes. Et là, une petite bougie. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand dans allumer une petite flamme, oui, dans le temple, qui en plus n'a pas besoin de cette lumière? Et justement, on voit que dans la paracha, au lieu de marquer Daber el Aaron, parle à Aaron, donc c'est Hachem qui dit à Moshe Rabbeinu, parle à Aaron, Ve'amarta elav, et tu lui diras, et là on nous dit Beid laktra, quand tu feras la hadlaka. Quand tu feras la hadlaka, comment on dit? L'adlik, ner, shel shabbat, l'adlik, dolek, l'adlik, madlik, c'est allumé. Pourquoi c'est pas marqué allumé, et un nérot, c'est marqué be'alotra, quand tu feras monter les nérotes. Tu fais pas monter des nérotes, tu vas dire à quelqu'un, fais monter la bougie, là, je la mets où? Non, c'est... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ruben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a deux types d'actions. Il y a l'action one shot, jeu de mots, avec les garçons qui comprennent. Vous avez compris, bravo. Il y a l'action one shot, c'est ceux qui parlent anglais, ils ont compris aussi. Donc ça veut dire un truc, voilà, une impulsion. Je fais une action, paf, il y a un résultat. D'accord? Et il y a les actions qui se prolongent. Il y a les actions qui créent un process. Et il y a les actions où c'est mamshir, où ça continue,
où tu vas créer quelque chose, initier quelque chose qui va continuer. Donc qu'est-ce qu'on préfère faire, nous, dans la vie? On préfère faire des actions qui ont des process, qui créent, Alors ça va être, par exemple, au niveau de l'éducation. Quand je vais intervenir par rapport à mon enfant, soit ça va être one shot, genre bah, une claque, d'accord? Soit ça va être, je lui explique. En général, ça demande plus de préparation, ça demande plus d'intelligence, plus d'attention. Mais c'est ça, mais c'est ce qui va donner l'indépendance à l'enfant. Et c'est ce que dit d'ailleurs Rashi. Rashi, il dit que Aaron, dans l'image de la menorah, quand il va allumer, donc il y a une petite mèche, il y a de l'huile, il y a un kéli, il y a le nerf qui contient l'huile, et après j'allume, oui. Eh bien c'est marqué Sheyale, Shalevet, non, ouais, c'est mal écrit, oui. Sheyale, Shalevet, Olam et Elea. Il faut que tu allumes pour que la flamme, elle monte d'elle-même. Ça veut dire tu crées un process. Qu'est-ce que ça représente, la flamme? La flamme, c'est matériel. On la voit, on peut la mesurer, on peut la toucher, voilà. Mais en vérité, c'est ce qu'il y a de plus immatériel dans le matériel. C'est ce qu'il y a de plus spirituel, entre guillemets, dans le matériel. Pourquoi? Parce que, par exemple, si je partage une frite entre Avi et moi, on n'aura qu'une demi-frite. Par contre, si je partage une flamme entre deux mèches, j'aurai deux mèches. Je n'ai pas une demi-mèche. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque chose de... En plus, la flamme, en vérité, si vous allumez avec de l'huile, c'est mieux d'allumer Shabbat avec de l'huile, et Yom Tov et tout, et Hanouka. Si vous allumez avec de l'huile, donc vous avez une mèche, vous avez l'huile, et la mèche, elle brûle, il y a une flamme. Mais en vérité, c'est l'huile qui monte par capillarité dans la mèche et qui brûle. Et la mèche, si vous l'éteignez comme ça avec le doigt, vous allez voir, elle est quasiment pas brûlée. Elle est intacte quasiment. Ça veut dire... Alors, mais alors, je ne comprends pas, la flamme, c'est-à-dire quoi? Elle ne brûle pas la mèche? Non. S'il y a un combustible qui monte dans la mèche, c'est le combustible qui brûle et la mèche, elle reste intacte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la flamme, c'est presque immatériel et ça représente la neshama. C'est pour ça qu'on dit, comment on dit, qu'on compare la neshama, ner nishmat adam, qu'on compare la neshama à un ner, à une flamme. Oui. C'est pour ça aussi d'ailleurs, bon ça c'est en passant, que nous on ne souffle pas les bougies d'anniversaire. Parce que justement, on ne veut pas souffler. Voilà. On les éteint comme ça. Tchuc, tchuc, tchuc. Voilà. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut, dans notre vie, essayer de faire en sorte qu'un maximum de nos actions soient des actions réfléchies, des actions préparées, des actions qui vont créer un process, qui vont créer une continuité. Close the door. Voilà, c'est bien, c'est bien. Voilà, c'est bien. C'est bien. Voilà, on est bien. Installez-vous. Raya, welcome. Accueil. Si on peut dire d'une façon imagée, lorsqu'une personne va se préparer, on a dit c'est pas seulement matériellement, techniquement, elle va aussi se préparer spirituellement, mentalement. Ça veut dire qu'elle va associer, entre guillemets, si on peut dire, du divin. Ce qu'on appelle Siyata Dishmaya, l'aide du ciel. Donc dans son action, il va y avoir des choses importantes. Il y a comme ça une histoire très ancienne à l'époque de l'Agmara, où il y avait une pauvreté de Torah énorme dans le peuple juif. Et à un moment, il y a un rave qui a dit, on ne peut pas laisser comme ça, il faut relancer l'étude de la Torah. Comment on relance l'étude de la Torah? On crée des yeshivot, on forme des enseignants, des rabbanim, et ils enseignent aux enfants. Ouais, c'est comme ça, normal. Ouais, Shana, vous êtes d'accord ou pas? Voilà. Mais lui, il n'a pas fait comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté du lin. Vous savez, c'est une sorte d'herbe là, qui peut faire du tissu après. On peut faire des fils. Ensuite, il a tissé le lin. Ensuite, il a fait des filets. Ensuite, il a capturé des cerfs. Ensuite, il a fait la shrita, il a récupéré les peaux. Ensuite, il a tanné les peaux. Rafraîchissez la pièce en ne parlant pas. Merci. Merci. Mais pourquoi vous asseyez pas là au frais, là, Shana? Vous serez bien là. D'accord. Donc, il a tanné les peaux. Il a écrit des siffrés Torah. S'il vous plaît, taisez-vous. Il a écrit, je ne vais pas durer longtemps, hein, regardez, ça fait 10 minutes, dans 20 minutes c'est fini. Un cours court, ça doit être court. Mais tenez bon, sinon je fais les prolongations de match. Il a capturé des cerfs, il a tanné les peaux, il a écrit des siffrés Torah, il est passé dans tous les villages,
Il a pris les enfants, il a dit toi tu apprends tel paracha, toi tel paracha, toi tel paracha, parce que comme ça il fallait qu'ils fassent tchic-tchac. Et ensuite moi je m'en vais, et chacun vous vous enseignez les uns aux autres. Et bon, comme ça il est parti dans tout le reste d'Israël, et hop, le niveau de Torah est reparti. Vous vous posez tous la question, ils n'avaient pas déchiffré Torah à l'époque, ils avaient déjà déchiffré Torah, il n'y a pas besoin de faire tout ce truc. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a voulu repartir avec des actions qui avaient une kavana, une intention pure, depuis le début. Il voulait que tout soit fait al taharat hakodesh, comme on dit, avec pureté, avec des bonnes intentions. Alors bon, on ne peut pas toujours faire ça, hein, je veux dire, voilà. Mais on va essayer dans notre vie de faire un maximum de choses avec des préparations. De l'extérieur, quand je vois deux personnes faire la même chose, je vois quelqu'un manger, et je vois quelqu'un manger. On va dire que déjà, il n'y a pas de grosse différence dans la mesure où les deux mangent kasher, les deux mangent raisonnablement, les deux mangent proprement, ce qui est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Parce que ça pourrait déjà se jouer là, la différence, par rapport à la préparation mentale et spirituelle qu'il y a eu avant. Mais de l'extérieur, je vois pas quelle est leur intention quand ils mangent. Peut-être que même avec ce que je viens de dire, manger raisonnablement, kasher et proprement, ouais, malgré tout, il y en a un qui mange pour manger. Il mange, même pas pour se nourrir, il mange pour le kiff de manger, d'accord? Et l'autre, oui, après ça n'empêche pas. L'autre, il a aussi un kiff de manger, parce que c'est dur de manger sans avoir de kiff, hein, normalement, si on n'a pas le Covid. Donc il a le goût, il a aussi le kiff, et il n'est pas obligé de manger que des patates. Mais lui, il a l'intention, il a des intentions. Parce qu'avant de manger, en 5 secondes, il s'est préparé. Est-ce qu'on fait ça, nous, avant de manger? Est-ce que vous avez fait ça avant de manger les frites? Est-ce que vous avez fait ça avant de manger le poulet, le blé, le couscous et tout ce qui arrive là? Et alors, est-ce qu'on se dit, pourquoi je mange? Je mange pour avoir des forces, pour faire ce que j'ai à faire sur terre. Pour servir Hachem, pour être un bon juif, pour être une bonne personne. Est-ce qu'on pense ça ne serait-ce que 3 secondes? Pour nous aider, il y a les brachot. Il y a les brachot qu'on fait avant, ils sont là pour nous aider. Sauf si on mange la bracha en même temps que le truc, vous savez comment c'est. Bon, alors, je l'ai mangé en même temps que j'ai bu. Donc ça nous aide, justement, les Chachamim ont instauré les brachot sur le modèle du Birkat Hamazon pour nous aider, justement, à avoir ces petites intentions. Et donc, nous, de l'extérieur, on ne voit pas forcément, mais il y en a un qui est en train de manger, mais il fait du spirituel. Il y en a un, il mange, il fait du... Je vais pas être méchant, mais les rabbinim disent, il fait de l'animal, d'accord? Il mange comme un animal. Et l'autre, il mange comme un être humain. C'est la différence. Et évidemment, les aliments, même au niveau physiologique, au niveau santé, vous savez, quand on mange comme ça, calmement, avec la joie de savoir que je mange de façon utile, si je puis dire, et pas bestiale, eh bien, je vais mieux digérer et la santé sera meilleure aussi avec ce que je mange. Donc, on a tout à gagner. Nous, on voudrait tous que nos actions soient comme ça inspirées, qu'elles soient spirituelles. Parce que on a déjà dit ensemble très souvent que le spirituel, c'est pas juste mettre les tefilines, c'est pas juste qu'on fait Shabbat, qu'on mange kasher. Tous les actes que l'on fait de la vie quotidienne sont spirituels s'ils sont avec une bonne intention. On appelle une bonne kavana. Voilà. Alors maintenant, quelques autres exemples. Avant de faire quelque chose, on a des fois tendance à ne pas se mettre dans l'ambiance. Par exemple, une jeune fille ou une jeune femme, elle va allumer les neurones de Shabbat. Si 3 secondes avant d'allumer les neurones de Shabbat, elle est encore sur TikTok, je ne sais pas quoi, à regarder des trucs, et elle se dit « Waouh, c'est l'heure, allez, j'allume », oui. Je veux dire, il n'y a pas l'ambiance, oui. Pour ça, souvent, les sages nous conseillent de prendre Shabbat avant, de mettre la nappe, de préparer la table, de préparer le salon. On se met dans l'ambiance. D'accord? On connaît, nous, ça, se mettre dans l'ambiance. Des fois, on le fait pour les bêtises, mais il faut se mettre dans l'ambiance pour les bonnes choses. Quelqu'un, c'est pareil, il va à un shiur. Pourquoi souvent je vous demande vos prénoms? Déjà, c'est parce que comme ça, je les retiens, parce qu'il y a un âge aussi compliqué. Et aussi parce que ça vous permet de faire connaissance. On parlait des Kohanim, voilà, Aaron Cohen. Donc ça permet de faire connaissance, mais c'est aussi un peu une préparation. Quand vous allez rentrer dans la chambre de vos enfants. Si vous vous préparez 3 secondes en disant « je vais ouvrir la porte », je ne sais pas ce que je vais trouver. Il y a le balagan, où ils sont en train de se bagarrer, où ils ont fait des bêtises, et moi je vais rentrer en furie. Si avant d'ouvrir la porte, vous vous préparez,
en disant je suis là pour eux. Je me prépare à ce que je vais voir, oui. Ben, quand vous allez rentrer, ça se passera mieux. Pareil dans le couple, pareil dans tous les événements de la vie, il y a, comme ça ne prend pas tellement de temps, mais il y a cette préparation qui est au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel, ça veut dire par rapport à Hachem, par rapport à ma mission, à mon rôle sur Terre, de me dire pourquoi je fais ça. Ça peut même arriver dans des mitzvot. Ça peut arriver, quelqu'un il met ses tefilines, il arrive le matin. Alors le truc classique, hein, les filles, vous n'êtes pas à la Sina le matin, mais tefila, c'est à 8h30. Il y en a, je ne critique pas, mais il y en a, ils vont arriver à 8h45. On est déjà à la fin des Psouké et des Imra, on est déjà à Barichou. Ils arrivent, ils sont encore sur leur téléphone. Ouais, écoute, ouais, le chantier, non, on le lance demain, parce que, ouais, le truc, non, il y a une panne sur le truc, vas-y, envoie Marcel, etc. Et puis ils rentrent là, alors que ça fait déjà un quart d'heure que la tefila a commencé, on va arriver dans le Kriyat Shema, et lui, évidemment, il n'a pas de place, il bouscule tout le monde, il met ses tefilines comme ça à l'arrache, et il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de choses. C'est marqué qu'avant, les tzadikim, ils se préparaient 1 heure avant la prière. Déjà avant la prière, je me prépare à la prière, et après la prière. Qu'est-ce qu'on a encore comme exemple, Thomas ? Qu'est-ce qu'il prépare pour une prière ? Alors, qu'est-ce que tu prépares pour une prière ? Alors, déjà, tu te demandes à qui je vais parler ? À Hachem. Parce que quand on arrive comme ce que je viens de décrire, là, on n'est même pas conscient qu'on parle à Hachem. On va lancer un truc pour se dire j'ai fait la prière et c'est bon, quoi. Donc, on se prépare, quelle est ma fonction sur Terre, quel est mon rôle, quel est tout le bonheur qu'Hachem m'a donné, quelles sont toutes les bonnes choses que j'ai. Ça, c'est une préparation. Alors, nous, on ne va pas le faire pendant 1 heure, mais ça peut durer 1 ou 2 minutes. Et arriver à l'heure, et on fait les Ktoret, on fait les Korbanot, et on fait les Psouké des Imra, les Teilim, qui sont là aussi pour préparer au schéma à la Hamida. Il y a toute la préparation, d'accord ? C'est pareil dans le couple. Dans le couple, un mari rentre du boulot, si il est encore au téléphone juste avant, il s'énerve avec ses patrons, son employé ou ses collègues, et il ouvre la porte en furie, et il a tous ses problèmes dans la tête, et sa femme le reçoit comme ça risque de mal se passer. Donc il s'arrête, il se met dans la voiture, dans le parking, là, il se calme, il éteint le téléphone avant, il écoute un petit cours de Shalom Bayit. Oui, ça je veux dire, souvent, moi je fais ça. Avant de faire quelque chose, des fois je me mets dans l'ambiance, j'écoute un cours. Vous voyez, j'écoute un cours. Par exemple, le matin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis vieux, donc je suis obligé, les vieux racontent leur vie. Mais le matin, avant la tefila, en général, si je ne me suis pas couché trop tard, je vais d'abord... je me prépare en me vidant la tête du stress, en allant un peu courir, marcher à Saint-Mandé, là-bas, autour du lac. Et je vois les petits canards, et la brume, et le machin, et le soleil qui se lève. C'est un kiff, c'est une préparation. Et après, j'écoute un peu un cours. J'écoute un cours, c'est le Daf Yomi. Et après, j'arrive à la synagogue. C'est un autre monde que de sortir du business, d'arriver dans l'embouteillage directement de la voiture, et puis de rentrer en retard dans la synagogue, etc. Voilà. Forcément, on va moins profiter des choses. Il y a des personnes qui vivent en gros la même chose, mais il y en a un, il prépare, il prend du recul, il pense à ce qu'il fait, il met de l'intention, et bien les choses ont une autre dimension, c'est à des années-lumière, il vit dans une autre dimension. Et après on s'étonne que cette personne-là soit remplie de joie, soit en bonne santé, parce que forcément ça joue, et des réussites. Réussissent les choses, avoir de l'Atzlacha, avoir de la Siyata d'Ishmaya, c'est tout simple. Ok, on fait Ishtadlout, voilà. Il me reste juste quelques minutes. Alors, il y a beaucoup de rabbanim qui ont parlé sur ce sujet. Alors là, je vous ai fait en très positif, mais il y a des rabbanim qui vont le faire un petit peu plus en moussard, un peu plus punch, oui. Il dit par exemple, le Siftei Chaim, qu'on utilise très souvent, qu'on étudie souvent, Shana vous y êtes, En Haor Ha'elyon, la lumière supérieure divine, Shura Ela Bekeli Mukhan. Elle ne réside que sur quelqu'un qui est prêt. Si je suis prêt, j'ai Hachem avec moi. Quand on n'est pas prêt, il n'y a pas cette lumière. Hachem est avec tout le monde, hein, mais il n'y aura pas cette intensité, façon de parler, de cette lumière supérieure, il n'y aura pas ce côté divin qui accompagne la personne. Pareil, il dit le Siftei Chaim, toute action, on a dit matérielle, mais encore plus spirituelle, elle demande de se purifier avant, de purifier ses intentions d'une certaine façon,
et aussi des fois de se purifier physiquement, ça veut dire d'être propre, il y en a qui vont au mikvé, de chasser les mauvaises pensées, etc., etc. Ça, toujours le Siftei Chaim. Le Rav Moshe Shapira, il nous dit que lorsqu'une personne, elle va se relationner avec quelqu'un, son enfant par exemple, ou son élève, quand il y a une transmission, si c'est fait avec une préparation, avec une pensée, avec une kavana, alors il va donner, comme à la flamme, une indépendance. Qu'est-ce qui est mieux? Vous connaissez le proverbe là, il vaut mieux apprendre à pêcher que donner un poisson. Oui. Nous, ce qu'on veut, ce que vous voudrez, Bezat Hashem, vous allez vous marier, avoir des enfants, vous voulez que vos enfants ils soient autonomes. Vous voulez leur transmettre des valeurs. Vous ne voulez pas juste qu'ils obéissent comme ça, comme un dressage. Oui. Ça se fait comment? Avec des intentions. Shana. Non, vous avez fait comme ça. Un petit peu de dressage aussi, hein? Voilà. Non, l'éducation, c'est pas de dressage. On voit également, toujours dans la paracha, qu'il y a aussi un côté répétitif. J'ai parlé récemment à un ami, je vais citer, c'est quelqu'un, voilà. Si on veut avoir du résultat dans la vie, il faut de la régularité. Il faut de la constance. Ouais. Ça veut dire, la goutte de Rabbi Akiva, vous savez, qu'il a vu, qui a troué le rocher, c'est parce que la goutte tic, 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 tic. Il n'y a pas besoin d'un seau d'eau et après plus rien. C'est un petit peu, un petit peu. Il vaut mieux un petit peu tous les jours que beaucoup, une fois par semaine. On voit également que c'est marqué dans la paracha que Aaron a fait ce qu'Hachem a demandé. On va dire, c'est évident, c'est Aaron à Cohen, Hachem lui a demandé, il a fait ce qu'il a demandé. Oui, un Déborah, vous êtes d'accord ou pas? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire là? Rashi, il dit, pour la guide Jvaro, pour dire les compliments de Aaron, chez l'Oshana, qu'il n'a pas changé, chinouille, il n'a rien changé. Ça veut dire tous les jours, Aaron, il venait préparer. Il revient préparer les mèches, les huiles, le truc. Ça demande la préparation. C'est des fois plus que l'action. Beaucoup de rabbins disent que la portée de l'action, comme on l'a dit, dépend de la qualité de la préparation. Et forcément, ça rime avec répétition, avec régularité. Donc ça aussi, c'est sur la préparation. Le Rav Dessler, tout le monde connaît le Rav Dessler Zatzal dans Mirtav Miliaou. Dan, tu as le droit de frapper. Il a dit, tu as le droit de frapper. Non, je rigole. Lo amaase haikar. Non, il vaut mieux pas. Elle se défend. Lo amaase haikar, c'est pas l'action l'essentiel. Et là, ma shekadam lo. Ce qui est l'essentiel, c'est pas l'action, c'est avant. En vérité, quand vous rentrez dans l'action, comme on dit, les dés sont jetés. Les dés sont jetés, tout s'est fait en amont. Et c'est comme ça si vous réfléchissez dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est comme ça. L'action, c'est ce qui est visible. La préparation, c'est la partie invisible. C'est ce qui correspond à ce qu'on appelle la pnimiut, l'intériorité d'une personne. Parce que ça ne se voit pas. La pnimiut, pénimiut. Pnimiut. Voilà. Alors, je crois que j'ai quasiment tout partagé avec vous. Bon, je ne vais pas prolonger, il y a beaucoup d'exemples. Chacun il peut méditer là-dessus. On en a déjà donné quelques-uns, vous pouvez extrapoler dans votre vie quotidienne. Voilà. Personnellement, en préparant ce cours, je me suis rendu compte, surtout que moi j'ai la très fâcheuse habitude de toujours courir après le temps, de toujours vouloir faire 3-4 choses en même temps et raccourcir et chanter, faire... voilà, hein, Shana elle fait oui. Genre chez moi, j'ai pas le droit de faire la vaisselle parce que je la fais tellement vite qu'elle est mal faite, par exemple. Petit exemple, ici aussi c'est pareil. Voilà, eh bien, il faut faire tchouva là-dessus parce que, en vérité, on gagne pas du temps. On gagne pas du temps parce que ça fait des actions qui, hélas, ne sont pas pleines, qui n'ont pas toute leur portée. Et c'est au niveau matériel, mais aussi au niveau spirituel. Donc il faut prendre le temps en amont de réfléchir, de prendre du recul, de se préparer. Pourquoi, comment, etc. Voilà, donc maintenant vous pouvez vous préparer à un repas de roi. Bien chaud. Ah ouais. On aurait dû faire des glaces avec
Hein? Ouais, bon, une autre fois. Prochaine